Merci d'avoir choisi TV5 Monde, nouveau journal à la une. Mikhail Khodorkovsky, après 10 ans dans les prisons de Poutine, le vieil ennemi politique du président russe va être gracié, bientôt libre également. Les Pussy Riots, signe que la Russie soigne son image avant les JO de Sochi. La Centrafrique toujours plongée dans la guerre civile, sans compter les 6000 enfants enrôlés dans les milices. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de ces enfants soldats. Nous y revenons dans un instant. Et puis la Bolivie, bientôt dans les étoiles. C'est ce vendredi qu'elle envoie son premier satellite de télécommunication, et ce à partir de la Chine. Nous serons en direct de La Paz. C'est l'événement qui a marqué la soirée à Londres. La toiture de l'Apollo Theatre s'est partiellement effondrée en pleine représentation. Les secours sont encore à pied d'œuvre. On évoque près de 90 blessés. François-Xavier Freland. Il était un peu plus de 20 heures lorsque le plafond de l'Apollo Theatre s'est écroulé. Plus de 700 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du spectacle. La séance a viré au cauchemar. Dans la rue, certains témoins abasourdis par le choc, heureux d'avoir échappé au pire, alors que d'autres n'ont pas eu cette chance, pris au piège des décombres. C'était vraiment la panique. On se demandait ce qu'il venait de se passer. On cherchait les sorties de secours et certains criaient « Laissez-moi passer, laissez-moi passer ». Un balcon s'est écroulé. Des fauteuils et des tas de débris nous sont tombés dessus. Et puis, il y a une partie de la structure de la coupole du théâtre, avec ses ornements, qui a lâché. Les gens se sont relevés, mais dans la poussière qui nous tombait dessus, on ne voyait rien devant. C'était difficile d'avancer. Rapidement, tout le quartier était bouclé. Aux abords du théâtre Apollo toute la soirée, les secours se sont relayés. La plupart des blessés légers ont été traités sur place. Les autres, plus graves, ont aussitôt été transportés d'urgence vers les hôpitaux les plus proches. C'est la nouvelle inattendue de ces dernières heures. Poutine qui gracie l'ancien magnat du pétrole, Mikhail Khodorkovsky, et libère aussi les Pussy Riots. Deux gestes lourds en symbole, difficile de ne pas les lier au JO de Sochi qui s'ouvre dans 2 mois. Anne Nussbaum. 1300 journalistes russes et étrangers sont accrédités pour la conférence de presse de Vladimir Poutine. Parmi ses nombreuses déclarations, le président fait une annonce qui surprend tout le monde. Il va gracier cet homme, Mikhail Khodorkovsky. Prisonnier célèbre en Russie, ancien patron d'un groupe pétrolier, il est arrêté en 2003 et condamné pour escroquerie et fraude fiscale. Mais pour ses partisans, il fait surtout de l'ombre au président via ses propres projets pétroliers. Il avait toujours refusé de demander la grâce, il vient de le faire. Récemment, il m'a écrit un document et m'a adressé un appel pour me demander pardon. Il a déjà passé plus de 10 ans derrière les barreaux. C'est une punition très dure. Il invoque des raisons humanitaires. Sa mère est malade. Je pense qu'au vu de toutes ces circonstances, il est possible de le libérer. Un document pour le pardonner sera bientôt signé. Vladimir Poutine fait une autre annonce plus attendue. Les 2 des 3 Pussy Riots qui étaient encore en prison vont en sortir. Elles avaient fait cette prière punk pour critiquer le président. Aujourd'hui, le Parlement russe, la Douma, vient de voter une loi d'amnistie. Elle permettra de libérer 20 000 prisonniers, dont les Pussy Riots. Je suis désolé pour elles, pas parce qu'elles sont allées en prison. En fait, je suis désolé pour elles parce qu'elles se sont mises dans un tel état, elles se sont engagées dans un comportement tellement disgracieux qui, de mon point de vue, dégradait la dignité de la femme. La loi d'amnistie permettra aussi de libérer les militants russes de Greenpeace. Ils avaient essayé d'escalader une plateforme pétrolière de Gazprom en septembre dernier. Mais pourquoi Vladimir Poutine fait-il ces annonces de libération? Selon les spécialistes, c'est une manière de redorer son blason à la veille des Jeux de Sochi et en pleine actualité ukrainienne. Donc vous avez à la fois ce qui vient de se passer en Ukraine, vous allez avoir les Jeux Olympiques, vous avez eu l'adoption des Pussy Riots comme une cause célèbre, Khodorkovsky bien entendu, l'idée qu'il y a des prisonniers politiques en Russie parce que toute une série de manifestants ont été arrêtés et sont toujours en prison. Et donc en mettant tout ensemble, tout à coup, le Kremlin prive en fait l'opinion occidentale et les leaders occidentaux d'une série d'arguments qu'ils utilisent pour dire on ne peut pas négocier avec la Russie comme un pays normal parce que ce n'est pas un pays normal. Vladimir Poutine s'autorise même des blagues avec les journalistes. Aujourd'hui, il vient de réaliser de très bonnes opérations sur le plan de la communication et sur le plan des relations internationales.
La Centrafrique, il en sera question ce vendredi à Bruxelles dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. La France va tenter d'obtenir de l'aide de la part de ses voisins. Cette réunion aura également pour but d'inscrire noir sur blanc les nouvelles doctrines pour la défense européenne. Une sorte de mission impossible puisque là encore, les Européens n'arrivent pas à s'entendre et pourtant il y a urgence. Écoutez les explications de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. La défense européenne, ça devient une nécessité. Ça ne peut plus faire l'objet que de discours. Pourquoi? Parce que d'abord les Américains ont progressivement décidé de réorienter leur présence beaucoup plus vers l'Asie-Pacifique que vers l'Europe. Ensuite, parce qu'aux frontières de l'Europe, dans le voisinage de l'Europe, il y a toujours des crises. Il y a toujours des menaces, il y a toujours des risques, encore plus peut-être de risques aujourd'hui qu'hier. Je pense aux risques terroristes, je pense à la faiblesse des États, je pense aux différentes formes de prolifération. Et donc l'Europe doit se défendre peut-être davantage aujourd'hui qu'hier. Et puis ensuite, il y a les contraintes budgétaires de chacun. Donc on ne pourra pas continuer chacun de son côté dans une telle situation si nous voulons assurer notre sécurité. C'était Jean-Yves Le Drian en exclusivité sur TV5 Monde. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet tv5monde.com. Ça y est, c'est officiel, la MISCA prend le relais de la FOMAC, cérémonie de passage des témoins à Bangui, comme on peut le voir sur ces images. Après des mois de négociations, forte de 3700 hommes, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, mandatée par l'ONU, succède ainsi à la FOMAC, la force jusqu'alors déployée par l'Afrique centrale. À terme, la MISCA devrait compter 6000 hommes. Et parmi les conséquences de ce conflit en Centrafrique, l'enrôlement des enfants par des groupes armés, des enfants soldats, 6000 selon l'UNICEF. Un constat terrible. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de certains d'entre eux à Bangui. Ilham Taoufiki, Clément Aline, Christophe Arnois. Sors de là, toi. Allez, dépêche-toi. Tidiane se cache. Son capitaine vient de lui donner 5 coups de fouet. Son tort, avoir quitté son poste de garde pour prendre un peu de bon temps. Mais un enfant soldat, ça ne s'amuse pas. Si tu rigoles, je te tue et je te jette dans la rivière. Moi, je plaisante pas. Mais j'ai rien fait. Moi, je te le dis, si tu t'amuses, je vais te faire disparaître. Cela fait plus d'1 an qu'il est aux côtés de l'ex-rébellion au pouvoir. Et selon cet homme, il aurait rejoint la Séléka de son propre chef. Cet enfant, c'est pas nous qui l'avons mis dans l'armée. C'est parce qu'il est en colère qu'il s'est enrôlé. Sa mère a été tuée. Elle était enceinte. Et ils l'ont éventré. Ils ont sorti le bébé et ils l'ont tué aussi. On ne voulait pas qu'il fasse l'armée avec nous. La veille pourtant, il nous confiait avoir été recruté de force par son oncle, un colonel de la Séléka lui aussi. Il préférerait clairement être ailleurs. Moi, si j'avais la possibilité, j'aimerais aller à l'école. Si je pouvais, j'irais apprendre. Mais le seul apprentissage pour Tidiane, c'est celui dispensé par ces hommes qui comptent bien le garder prisonnier. D'autres ont eu la chance de trouver refuge auprès d'une association dont nous tairons le nom. Car pas question que Jean-Marie soit retrouvé par les ex-rebelles après ce qu'il a bravé pour leur échapper. Moi j'ai réussi, mais si tu essaies de t'évader et qu'ils t'arrêtent, ils t'enferment dans une pièce, ils te torturent, ils te tabassent pour que tu changes d'avis. Si tu récidives, on te tue. 2 mois qu'il est revenu à la vie civile, pas assez de temps pour oublier tout le temps passé dans la brousse. Je n'arrive pas à oublier, ça tourne dans ma tête. Le pire, c'était à Bossangoa. On a tué des gens, on a brûlé des maisons. On a beaucoup tué, ça me hante. Aujourd'hui, selon l'ONU, il y aurait près de 6000 enfants soldats recrutés dans toute la Centrafrique. Le chiffre a quasiment doublé en l'espace de 6 mois. Tous les groupes armés sont concernés, qu'ils soient ex-Séléka ou anti-Balaka. Au Soudan du Sud, l'ancien vice-président Riek Machar limogé serait-il derrière le putsch raté du 15 décembre dernier? Aucune preuve pour l'heure, mais aujourd'hui il appelle au renversement par l'armée du président Salva Kiir alors que le pays est au bord de la guerre civile. Anna Ruiz. En plein centre-ville de Juba, après les combats des derniers jours, les convois de l'ONU circulent.
Des patrouilles sous tension, car une base de l'organisation a été attaquée ce jeudi. Alors ici, pas question de céder à la peur. Objectif de ces casques bleus, dissuader de nouvelles violences et tenter de rassurer la population. Il y a évidemment des tensions, mais au final, c'est plutôt calme. On a l'impression d'un retour à la normale à Juba pour le moment, ce qui paraît un peu surréaliste, compte tenu des conditions dans lesquelles vivent les réfugiés dans les camps. À l'origine du conflit, la rivalité de deux hommes. À gauche, le chef de l'État, Salva Kiir, et à droite, son vice-président, Riek Machar, limogé en juillet. Une partie de l'armée, fidèle au vice-président, est accusée d'avoir fomenté un coup d'État. Au micro d'RFI, le vice-président en fuite dément ces accusations et précise ses objectifs. Salva Kiir doit partir parce qu'il ne peut pas unifier le peuple. Il les tue comme des mouches et il le fait dans le cadre d'un conflit interethnique. Ce n'est pas une fatalité. Parti de Juba ce week-end, le conflit s'est étendu notamment à 200 km au nord, dans la ville de Bor, où des combats se poursuivent. Des combats entre factions rivales de l'armée qui exacerbent les tensions ethniques entre les Dinka, l'ethnie du président, et les Nuer, dont est issu Riek Machar. Des violences interethniques qui inquiètent le voisin soudanais. Nous sommes préoccupés par le retour de la stabilité et de la paix au Sud-Soudan, puisqu'il s'agit d'un voisin important, étant donné notre histoire commune et nos relations politiques très proches. Un voisin également dépendant du pétrole sud-soudanais et inquiet après l'attaque meurtrière ce jeudi d'un camp pétrolier. Pour tenter de trouver une issue au combat, plusieurs ministres de la région ont été envoyés à Juba par l'Union africaine. Objectif, éviter une guerre civile. Le Soudan du Sud, où les États-Unis ont déployé 45 soldats pour Barack Obama. Le pays est au bord du précipice et les violences pour déstabiliser le gouvernement doivent cesser. Ça y est, le chasseur d'étoiles Gaïa a pris son envol. Le télescope européen, lancé de la base spatiale de Kourou en Guyane, se dirige actuellement vers sa position, soit 1,5 million de kilomètres de la Terre. Position qu'il atteindra dans 2 mois. Et pendant 5 ans, sa mission n'est pas de faire de belles images comme Hubble, mais de mesurer la distance qui nous sépare de plus d'1 milliard d'étoiles, soit 1% de notre Voie lactée. Tupac Katari, c'est le nom du premier satellite de télécommunication bolivien qui sera lancé ce vendredi après-midi à partir de la Chine, de la vallée du Sichuan, et ce en présence du président bolivien Evo Morales. Dans quelques heures, la Bolivie deviendra ainsi le 3e pays d'Amérique du Sud à compter avec un satellite public après le Venezuela et l'Équateur. Pour en parler, Reza Nourmahmod, bonjour, vous êtes en direct de La Paz. Tout d'abord, quelques mots pour nous décrire ce premier satellite bolivien. Eh bien, l'appareil, qui est un satellite de télécommunication, a été dessiné et construit en Chine pour un coût d'environ 220 millions d'euros. Financé à 85% par un crédit de la Banque chinoise de développement. Et on le voit sur ces images de l'inauguration, c'était début décembre, de l'une des 2 stations terrestres qui seront chargées de contrôler le satellite. Il s'agit d'un grand saut technologique pour un pays comme la Bolivie, très ancré dans ses traditions indigènes. Alors, télévision, téléphonie, Internet, le satellite servira principalement à améliorer et à baisser les coûts de l'accès aux télécommunications, et essentiellement dans les zones rurales où le service est de très mauvaise qualité, voire inexistant. Notre objectif est de fournir aux paysans un accès bon marché à la meilleure technologie, ainsi souligné Ivan Zambrana, le directeur de la toute nouvelle agence spatiale bolivienne. À noter que le satellite sera également utilisé à des fins militaires et de surveillance du territoire. Et ce satellite n'est pas non plus dénué d'intérêt politique pour le président Morales. À environ 1 an des élections générales, on l'écoute. Quand nous avons annoncé que la Bolivie aurait un satellite de télécommunication, certains nous ont dit que ce ne serait pas possible, car les satellites, c'est pour les grands pays. Aujourd'hui, mes compagnons, nous pouvons leur dire que nous possédons notre propre satellite de télécommunication. Les satellites, ce n'est pas seulement pour les grandes puissances, c'est aussi pour les pays comme la Bolivie. Alors Eza, même s'il n'existe pas de fortes attentes dans la population autour de ce satellite, le président bolivien a lui en tout cas fortement personnalisé et politisé l'événement.
Il existe tout de même pas mal d'attentes et effectivement on peut déjà évoquer le choix du nom de l'appareil, un choix loin d'être innocent puisque le satellite a été baptisé Tupac Katari, on l'a entendu, un guerrier aymara du XVIIIe siècle connu pour s'être rebellé contre les colons espagnols. Sur les affiches de propagande pour le satellite, le visage d'Evo Morales est dessiné aux côtés de celui du héros indigène, les deux hommes avec le regard tourné vers les cieux. Évidemment, le satellite qui devrait être opérationnel dès mars 2014 ne va pas résoudre tous les problèmes du pays concernant l'accès aux nouvelles technologies. En effet, en matière d'Internet, par exemple, l'engin va certes améliorer la couverture du territoire, mais sans véritable progression au niveau de la vitesse de navigation disponible en Bolivie, qui est l'une des pires du continent. Evo Morales, en tout cas, ne compte pas s'arrêter là. Il a ainsi annoncé qu'il espérait dans les prochaines années faire construire un second satellite qui serait cette fois dédié à l'exploration des richesses naturelles du pays. Reza Nourmahmoud, merci. Je rappelle que vous étiez en direct de La Paz. Cela faisait 50 ans que Cuba n'avait pas importé de véhicules. Eh bien, c'est chose faite. Le gouvernement a officiellement autorisé leur libre importation. Il semble bien que la disparition des belles américaines n'est pas pour demain. Les explications de Jean-Hervé Dellier depuis La Havane. Il faut savoir que le marché automobile cubain est extrêmement réduit. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais on sait qu'il y a environ 200 000 ou 250 000 véhicules. En grande partie, pour un tiers, en gros, de manière assez grossière, pour un tiers, ce sont ces fameuses américaines qui sont si photogéniques et qui font le bonheur des touristes. Un autre tiers, c'est les Lada, les Moskvitch, les voitures d'Europe de l'Est qui ont été importées dans les années 70-80. Et pour un autre tiers, ce sont les véhicules d'État importés plus ou moins récemment, en général asiatiques et qui attirent pas trop l'attention dans la rue. Une Lada ordinaire en état de marche, à peu près, vaut dans les 12 000 $. Et il faut savoir que le salaire moyen d'un Cubain, c'est quand même 20 $ par mois. Cette nouvelle mesure qui s'inscrit dans un train de modernisation de l'économie qui consiste à introduire un peu d'économie de marché dans un système qui est un peu essoufflé, est le bienvenu, mais très vraisemblablement, ça va d'abord profiter qu'à une petite minorité de Cubains, ceux qui ont de l'argent. C'est pas demain la veille, effectivement, qu'on verra disparaître les belles américaines cubaines. Et pour finir, cette énorme fraude à la carte bancaire aux États-Unis, Target, numéro 2 américain de la distribution, a annoncé que les données des cartes de crédit et de débit de ses clients auraient été volées, une mise en danger qui concerne 40 millions de cartes. François-Xavier Freland. Les clients du plus célèbre des supermarchés discount américains n'en reviennent pas. Target, le numéro 2 de la grande distribution, victime d'un hacking frauduleux de grande ampleur. Des pirates informatiques se seraient infiltrés dans les terminaux électroniques des points de vente des magasins. Les données bancaires de 40 millions de cartes de crédit et débit en tout auraient été détournées en quelques semaines seulement. De quoi jeter le trouble chez les Américains plutôt dépensiers en ces fêtes de fin d'année. J'ai entendu ça au journal et je suis horrifiée. Je viens ici tout le temps et je n'en reviens pas. Désormais, je n'utiliserai plus jamais ma carte de crédit chez Target. Je continuerai d'acheter ici, mais je ne paierai plus qu'en cash. C'est une tentative d'accès non autorisé au système informatique qui aurait déclenché les suspicions. Pendant une vingtaine de jours, du 27 novembre au 15 décembre, les pirates informatiques ont minutieusement récupéré les noms, les numéros, les dates d'expiration, jusqu'au pictogramme des cartes bancaires. Une petite prouesse technologique qui oblige les consommateurs à la plus grande prudence, alors que désormais, ils pourraient être victimes d'achats frauduleux. C'est simple, si vous avez utilisé votre carte de crédit, vous n'avez plus qu'à mettre en place des emails. Dès qu'une transaction bancaire est réalisée, vous recevez une alerte et vous vérifiez. Aujourd'hui, si elle ne connaît pas le pourcentage exact de ses clients touchés par cette fraude massive, la direction de Target se veut rassurante à l'aube des fêtes de Noël. Des membres des services secrets américains travaillent désormais sur l'enquête. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre attention. L'info continue sur notre site internet tv5monde.com. À très bientôt sur notre chaîne.